Le train glisse vers l'est, à travers des paysages givrés, emportant avec lui un secret enveloppé de velours et de silence. Quelque chose a été pris, quelque chose d'ancien, et personne n'atteindra à pas vivant sa destination. D'où dans le monde, écoutez-vous, aujourd'hui? Quelle heure est-il là où tu es? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Commençons l'histoire. Le sifflet aigu et digne de l'Orient Express transperça l'air froid de la gare de Calais. Et avec lui, Hercule Poirot monta à bord, impeccablement vêtu, la moustache soignée à la perfection. Le capitaine Hastings le suivait de près, admirant les luminaires en cuivre poli et murmurant quelque chose à propos d'une sorte de voyage approprié. Le wagon-restaurant dégageait une élégance tranquille, le genre d'endroit où les secrets murmurés avaient plus de poids que les aveux criés. Poirot choisit une table près du centre, s'asseyant de l'air d'un homme habitué au commandement et à la contemplation. Hastings était en train de faire l'éloge du chariot de dessert, lorsque Poirot leva la main. De l'autre côté de la voiture était assise une jeune femme élégante, posée et pourtant inexplicablement mal à l'aise. Ses doigts, gantés, s'agitaient avec le coin de sa serviette. Elle portait un manteau de voyage bleu profond, bordé de zibelines, son chapeau incliné juste au bon angle pour cacher ses yeux. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, puis vers le couloir, puis revint à son thé intact. « Elle a peur », murmura Poirot. Hastings cligna des yeux. Peur de quoi? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il se contenta d'étudier davantage la jeune femme. De quelque chose, ou de quelqu'un qui n'est pas là, ou peut-être qui est trop proche. Ils l'ont rencontrée correctement peu de temps après. Présentée par le maître d'hôtel, comme mademoiselle Scylla Demire, elle salua Poirot, et Hastings, avec grâce et formalité. Son accent délicatement turc, mais son anglais raffiné. Elle acceptait de s'asseoir à leur table lorsqu'elle était à inviter, même si sa posture restait raide et ses yeux s'attardaient rarement. « Je voyage à Istanbul », dit-elle doucement. « C'est là que ma famille est née, et peut-être que l'on pourra retrouver quelque chose de perdu. » Poirot incline la tête. « Vous parlez comme quelqu'un qui porte plus que des bagages, mademoiselle. » Elle eut un sourire serré. « Peut-être que oui, il y a un héritage, un médaillon, d'origine ottomane. Il appartenait autrefois à mon grand-père. Il a été perdu, ou peut-être pris. Vous cherchez son retour ?» demanda Hastings, en se penchant en avant. « Je cherche la vérité, » répondit-elle, puis elle hésita. « Et je crains que quelqu'un ne souhaite pas que je le trouve. » Poirot croisa soigneusement les mains. « Vous pensez être suivi ?» Ses yeux se tournèrent une fois de plus vers le couloir. « Je l'ai déjà vu. Je ne connais pas son nom. Mais il porte une bague avec une crête de lion, et il regarde comme s'il attendait. » Poirot ne dit rien, mais les petites cellules grises avaient déjà commencé à s'agiter. Hastings, toujours un brave Anglais, a fait un vaillant effort pour entretenir une conversation légère, commentant la qualité de la cuisine du train et la popularité croissante de Constantinople parmi les touristes britanniques. Scylla sourit poliment, même si son rire n'était pas convaincant. Pendant ce temps, Poirot l'observait. Le tremblement de sa main n'était pas dû au froid. Sa voix, mesurée et raffinée, hésitait parfois sur des mots simples. Ses yeux se tournèrent vers le couloir avec une urgence silencieuse, et même si elle portait une bague de fiançailles sur une fine chaîne autour de son cou, ses doigts étaient nus. Son manteau était cher, mais les gants étaient usés jusqu'aux coutures. Ces contradictions plurent à Poirot. Toujours, avait-il dit un jour à Hastings, ce n'est pas le mensonge lui-même,
mais la manière dont il est raconté qui révèle la vérité. Et voici une femme avec de nombreuses manières et de nombreuses vérités à cacher. Après le dîner, Scylla se leva avec des excuses qui manquaient à la fois de contexte et de conviction. « Je dois me reposer, le voyage est long, et le sommeil a été insaisissable ces derniers temps. » Poirot se leva et s'inclina poliment. « Bon repos, mademoiselle. » Elle offrit un sourire d'adieu, même si ses yeux n'en souriaient pas, et s'éloigna dans le couloir. Un instant plus tard, la douce cliquet du verrouillage de la porte de sa cabine résonna faiblement à travers le train. Hastings, faisant maintenant tournoyer un verre de cognac entre ses doigts, haussa un sourcil. Une sorte de fille étrange. Poirot hocha distraitement la tête. Étrange, oui. Ou plutôt, soigneusement construit. « Tu penses qu'elle ment ? » ?»« Je pense, » dit lentement Poirot, « qu'elle cache quelque chose. Et elle ne le fait pas par méchanceté, mais par peur. C'est une chose très différente. » Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, les doigts croisés. Il y a quelque chose de curieusement inachevé dans son histoire, comme si une page avait été arrachée d'un livre et laissée derrière elle. À 7h06 précises, Poirot fut ému par le coup ferme du conducteur du train. Hastings, groggy et échevelé, sortit de sa propre cabine quelques instants plus tard, enfilant sa robe de chambre autour de lui. « Il y a eu une situation, » a murmuré le conducteur. « Un compartiment trouvé vide, monsieur. Verrouillé de l'intérieur, mais aucune trace du passager. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Quel compartiment ?»« Cabin 6, monsieur, mademoiselle de Mears. » Le couloir avait déjà attiré une petite foule au moment où Poirot arriva. Le steward avait ouvert la porte avec son passe-partout. À l'intérieur, tout était impeccablement agencé. Le lit était fait, les rideaux à moitié tirés, le compartiment teinté d'un léger parfum de lavande et de quelque chose de plus riche. Mais de Scylla de Myre, il n'y avait aucune trace. Sa valise avait disparu. L'armoire était vide. Le lit avait l'impression d'une tête et d'une épaule, mais l'oreiller n'était pas dérangé. Une seule tasse de thé reposait sur la table d'appoint, intacte. Il n'y avait aucune note, aucun signe de détresse, et personne, semble-t-il, ne l'avait vue partir. Elle n'aurait pas pu disparaître dans les airs, a déclaré Hastings, perplexe. Non, acquiesça Poirot, mais dans l'illusion, ah, c'est une toute autre affaire. Sa main atteignit lentement le bord de l'oreiller, écartant un long cheveu sombre, bouclé au bout. Poirot le tenait entre le pouce et l'index, son expression étant illisible. « Elle a laissé derrière elle quelque chose de plus que du silence, » murmura-t-il. « Elle a laissé derrière elle un puzzle, tandis que d'autres discutèrent de la possibilité d'un débarquement à minuit au dernier arrêt frontière. » Poirot examinait méthodiquement le compartiment. Il se déplaçait avec précaution, comme un pianiste s'approcherait d'un instrument silencieux, abandonné depuis longtemps. Le premier détail qui attira son attention fut la fenêtre. Il était bien verrouillé, de l'intérieur. Aucun signe d'entrée ou d'évasion forcée, a-t-il noté à voix haute. Et trop étroit, en tout cas, pour une femme de sa corpulence. Hastings se tenait derrière lui, fronçant les sourcils. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu glisser du train alors qu'il était arrêté? En effet, mon ami, c'est la théorie dominante. Poirot désigna la tasse de thé. Mais si elle voulait disparaître, pourquoi préparer une tasse de thé et ne pas la boire? Pourquoi laisser son écharpe? Il souleva le vêtement du pied du lit, un morceau de laine pâle, doux et brodé. C'était celui qu'elle avait porté au dîner, élégamment drapé sur ses épaules. Maintenant, il était abandonné. Un bien trop précieux pour être oublié, songea Poirot.
à moins que ce ne soit pas quelqu'un qui l'ait laissé. Il se dirigea lentement vers l'encadrement de la porte, puis se pencha pour examiner le plancher à l'extérieur de la cabine. « Elle n'est pas sortie par la porte, » dit-il enfin, les yeux plissés, « ni la fenêtre, et pourtant, elle n'est pas là. » Hastings parut perplexe. « Mais c'est impossible. » Poirot se tourna vers lui, un sourcil levé. « En matière de meurtre, de disparition et de tromperie, mon cher Hastings, l'impossible est simplement ce que personne n'a encore expliqué. » En milieu de matinée, Poirot avait parlé en privé au conducteur, demandé le manifeste des passagers du wagon B et dressé la liste de ceux qui avaient dîné à quelques mètres de mademoiselle Scylla Demire la veille au soir. Les circonstances étaient désormais trop graves pour que la discrétion soit permise. Il a demandé, fermement mais poliment, que les 4 passagers restent à bord et soient disponibles pour être interrogés. Le premier convoqué fut le colonel Desmond Fitzwilliam, diplomate britannique à la retraite, au port rigide et à la moustache taillée avec une précision militaire. Il salua Poirot cordialement, mais avec le vague malaise d'un homme qui trouvait les étrangers impertinents lorsqu'ils étaient perspicaces. « Elle était assise près de moi, oui, a-t-il admis. Jolie jeune femme, turque, n'est-ce pas? Pas mon genre, bien sûr. Avez-vous parlé avec elle? Demanda doucement Poirot. Le colonel cligna des yeux, puis secoua la tête. Non, non. Un mot, peut-être. Elle a mentionné Istanbul? C'est tout? Rien de substantiel. Poirot nota mentalement la légère hésitation. Il y avait eu une lueur de reconnaissance, rapidement masquée, mais elle était là. « Et le reste de votre soirée ?» il a demandé. « J'ai pris une retraite anticipée. Ces vieux os ne voyagent plus comme avant. » Poirot sourit poliment, mais les petites cellules grises remuèrent avec inquiétude. Le diplomate, semblait-il, en savait autrefois plus qu'il ne souhaitait maintenant se rappeler. Vint ensuite Madame Renée Langlois, la célèbre soprano de l'opéra Garnier. Elle arrivait avec la grâce langoureuse de quelqu'un habitué à l'admiration, et son parfum persistait longtemps après son départ. « Oh oui, la jeune femme, » dit-elle d'un ton léger, en acceptant une tasse de thé. « Très jolie, des yeux très intenses. Elle a beaucoup regardé, tu sais. »« Est-ce qu'elle vous a parlé ?» demanda Poirot. « Pas directement. Même si je soupçonne qu'elle le souhaitait, une femme peut dire ces choses. » Poirot observe le reflet des ongles polis, le contrôle minutieux du ton. Vanité, oui, mais aussi évasion. Elle souriait trop doucement. « Vos mouvements la nuit dernière ?» a-t-il incité. Elle les récitait comme des lignes d'un livret. Souper à 8 heures, lecture dans sa cabine, une brève promenade, retraité avant 10 heures. « Et avez-vous remarqué quelqu'un d'autre dans les couloirs ?» Elle sirota son thé. « Seulement des ombres, monsieur, et les ombres ne parlent pas. » Poirot incline la tête, et, pensa-t-il, ils ne disaient pas toujours la vérité. Gustav Hallenberg, le marchand d'antiquités de Vienne, était un homme aux larges épaules, au regard belliciste et aux doigts tachés d'encre. Son expression trahissait à la fois la lassitude et la vigilance, comme s'il cherchait toujours une trahison chez les autres. « Je ne connaissais rien de la jeune femme, » dit-il sèchement. « Turc, n'est-ce pas? Ces types voyagent souvent avec des notions romantiques. » Poirot autorisa la déviation. « Vous êtes un spécialiste des reliques ottomanes. » « Entre autres choses, oui. Mais le commerce est difficile maintenant. Trop de contrefaçons, trop d'intermédiaires. Vous ne lui avez pas parlé ?» Les mains de Hallenberg se contractèrent. « Non, je ne l'ai remarqué qu'en passant. Elle portait cependant un curieux pendentif, un vieux travail, en filigrane. Il a attiré l'attention. »
Poirot ne dit rien de l'héritage qu'elle avait décrit. Le fait que le concessionnaire l'ait remarqué, mais ait affirmé qu'aucune interaction ne lui paraissait significatif. « Vous avez pris une retraite anticipée, je suppose ?» « J'étais dans ma cabine à 10 heures. » Poirot étudia à nouveau les doigts de l'homme. Ils étaient propres, étrangement propres pour un homme qui prétendait manipuler des artefacts. Mustapha Kadir, l'homme d'affaires turc, a accueilli Poirot avec un calme parfait et un accent touché par l'école suisse. Il était habillé impeccablement et ses réponses arrivaient comme des pierres polies, ni trop vite, ni trop lentement. « Je n'ai pas parlé avec mademoiselle de Mire, a-t-il déclaré. Mais je l'ai vue passer une fois, après le dîner, je crois. Elle semblait agitée. Avez-vous pris une retraite anticipée, monsieur Kadir ? À 10h30 précise, je m'en souviens parce que j'ai remonté ma montre. Une habitude de l'époque de l'internat. » Les yeux de Poirot tombèrent sur la montre-bracelet en question. Il portait une fissure sur le visage et fonctionnait avec un léger retard. « Pardonnez-moi, » dit-il doucement, mais la montre semble être en retard de 5 minutes. Kadir sourit. « C'est un vieux truc. Il gagne et perd du temps de manière imprévisible. » Poirot hocha la tête, mais les cellules grises notèrent le détail avec soin. En matière d'alibi, le temps n'était pas seulement précieux, il était traître. Et la précision de M. Kadir venait de devenir suspecte. Poirot et Hastings se retrouvèrent dans le salon arrière, alors que le train roulait vers l'est à travers la plaine hongroise. Hastings, un carnet à la main, avait l'air troublé. Pas un seul foutu alibi ne correspond, Poirot. Poirot hocha la tête. Mais oui, chaque conte contient une vérité, mais aucun ne la contient dans son intégralité. Les incohérences étaient subtiles, des moments qui ne correspondaient pas, des phrases trop répétées, des détails trop vagues. Le plus troublant, cependant, a été la révélation selon laquelle quelque chose appartenant à Sula de Mire avait disparu. L'intendant confirma que mademoiselle avait porté la veille une paire de boucles d'oreilles en or, de petites pièces délicates en forme de croissant de lune. Ce matin, il n'y avait aucune trace d'eux dans son compartiment. Personne n'a admis les avoir vus, a déclaré Hastings. Bien sûr que non, répondit Poirot. Avoir vu, c'est admettre la présence. Il ferma les yeux un instant, rassemblant les faits comme les pièces d'un puzzle. Elle a disparu sans ses bagages, sans son foulard, et maintenant, sans ses boucles d'oreilles. Trop de choses laissées derrière elle et pourtant quelque chose de pris. Un vol ? Hastings a proposé. Poirot secoua la tête. Non, une performance. Quelqu'un met en scène une scène mais oublie les accessoires mineurs. Il rouvrit les yeux. Et c'est dans les accessoires mineurs, mon ami, que se cache le plus souvent la vérité. Plus tard, dans l'après-midi, le conducteur a présenté à Poirot un objet trouvé lors de l'inspection du matin, un fragment de tissu déchiré, découvert juste à l'extérieur de la cabine de Scylla. Plié délicatement, il n'était pas plus grand qu'une carte à jouer, et pourtant il retenait toute l'attention de Poirot. C'était de la soie, fin, cher et richement teint, un rouge vin profond, fileté d'un fin tissage doré. Ce type de tissu n'était pas courant sur les tissus d'ameublement du train ou sur les uniformes du personnel. Poirot passa le tissu entre ses doigts. Ce n'est pas un vêtement ordinaire. Hastings parut perplexe. Est-ce que ça pourrait être le sien ? Poirot fronça les sourcils. Ça ne correspond pas à l'écharpe qu'elle portait hier soir, ni à la teinte de son manteau, mais c'est familier. Il se leva brusquement et se dirigea vers la cabine de Madame Langlois. Après avoir frappé poliment, elle répondit, surprise. « Je suis vraiment désolé de vous déranger à nouveau, madame, » dit doucement Poirot. « Mais je voulais savoir,
Possédez-vous un châle, peut-être? De la soie bordeaux avec des accents dorés. Elle cligna des yeux, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Oui, oui, je le fais. Pourquoi? Poirot s'inclina. Curiosité seulement, madame. Elle le remit après une pause. Il manquait un coin, proprement arraché. Lorsque Poirot retourna dans son compartiment, il plaça le fragment contre le châle. Un match parfait. Il n'a pas souri. Il s'assit simplement, croisa les mains et murmura. Et voilà, un fil dénoué. C'est peu après le petit déjeuner que le steward, un jeune Belge nommé Clément, s'approcha de Poirot dans le couloir, avec une expression pâle et un ton hésitant. « Monsieur Poirot, il y a quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. » Poirot accorda à l'homme toute son attention. « Parlez, mon ami, calmement. » Clément explique qu'il était en train de ranger les toilettes adjacentes aux couchettes des dames, lorsque son linge s'est accroché à un panneau lâche sous la vasque. Curieux, il tira doucement et trouva, coincé au fond de l'interstice, un morceau de papier froissé, mouillé par la condensation et plié à la hâte comme caché par la détresse. Il le tendit à Poirot, comme si le papier risquait de le brûler. Poirot le prit sans un mot. Hastings, attiré par l'attitude du steward, s'avança avec un regard interrogateur. Poirot lissa délicatement le papier sur son genou. L'écriture était irrégulière, bouclée à la hâte, griffonnée avec pression. C'était une lettre quoique incomplète. Déchireux vers le bas, il se terminait au milieu de la phrase. Poirot lut les premières lignes à voix haute, doucement. « Il sait. Il m'a suivi jusqu'à la gare. Je n'aurais jamais dû venir. S'il m'arrive quelque chose, dis-leur que c'était... » Poirot fit une pause. Il n'y avait pas de nom. Une seule initiale, K. Poirot tenait la lettre à deux mains, les sourcils froncés avec une légère gravité. Hastings se tenait à ses côtés, ses yeux scrutant la page comme pour tirer du papier, plus que ce que l'encre pouvait fournir. « Il ne fait aucun doute que c'est le sien, » dit enfin Poirot. « Les boucles, l'espacement, ça correspond aux notes de son dossier de passeport. Ceci a été écrit par mademoiselle Demire. »« Mais pourquoi l'encastrer dans le mur des toilettes ?» demanda Hastings. « Pourquoi ne pas le laisser dans son compartiment ?» Poirot secoua la tête, parce qu'il n'était pas censé être retrouvé, pas à moins que quelque chose ne se produise, un acte désespéré, Hastings, d'une femme coincée, du moins, semble-t-il. Le message lui-même était décousu. Des références à la trahison, à quelqu'un qui regarde, à quelqu'un qui sait. Une mention d'un objet jamais nommé, et la crainte qu'elle ait commis une erreur fatale en montant à bord du train. « Et le cas ?» demanda Hastings. Poirot ferma momentanément les yeux. « C'est peut-être un nom, ou simplement la première lettre d'un nom. Mais il y a quelque chose dans le ton. Le sentez-vous, Hastings ? Ce n'était pas une femme révélant la vérité. » Il rouvrit les yeux. C'était une femme qui écrivait un spectacle, un rideau levé, et quelque chose se cachait derrière. Alors que le grondement rythmé du train résonnait dans le couloir, Poirot était assis dans un silence contemplatif, la lettre posée sur la table à côté de lui. Hastings faisait les 100 pas à proximité, son malaise grandissant à chaque théorie. « Vous ne croyez pas la lettre ?» demanda-t-il. « Finalement, je crois, » répondit Poirot, « qu'il a été écrit délibérément et dans un but précis, mais pas nécessairement avec honnêteté. Tu penses qu'elle l'a planté ?» Poirot croisa les doigts. Il faut se demander pourquoi on cache si mal une lettre, pas dans son sac à main, pas sous le matelas, mais dans un mur de toilette où un steward pourrait la découvrir en nettoyant. « Tu penses qu'elle voulait qu'on le retrouve ?» Poirot hocha la tête. « Mais oui, il parle de danger, mais ne nomme personne. Il fait allusion à un complot,
mais n'apporte aucun détail. Il incrimine vaguement. Il se pencha en arrière. C'est le genre de message qu'on laisse quand on souhaite que les autres tirent des conclusions erronées. C'est Hastings qui remarqua le premier l'odeur. Alors qu'il traversait le couloir près du compartiment de Scylla, il s'arrêta, son nez se contractant légèrement. « Est-ce que tu sens ça ?» il a demandé. Poirot inspira doucement. « Lavande ? Non, jasmin. » « Exactement. Mais je ne me souviens pas qu'il soit là, hier. » Poirot tourna pensivement la tête. L'odeur était faible mais persistante, douce, presque écœurante. Pas désagréable, mais indéniablement féminin. « Parfum, » a ajouté Hastings. « Haut de gamme, je parierais. Le genre qui reste longtemps après le départ de celui qui le porte. » Poirot recula de quelques pas, revenant sur leur chemin, observant l'intensité du parfum qui devenait plus fort juste après la cabine 6, celle de Scylla. « Ça persiste, » murmura-t-il, comme un souvenir, et pourtant, ce n'était pas son odeur au dîner. « Non, » acquiesça Hastings. Elle portait quelque chose de plus léger, de plus floral. Le front de Poirot se plissa légèrement. Alors nous devons nous demander, quelle odeur habite maintenant en son absence? Poirot s'enquit de ces questions, avec son charme discret et habituel. Une à une, il demanda aux dames bâbord si elles utilisaient peut-être des parfums à base de jasmin. Les résultats furent, comme il l'avait prévu, uniformément négatifs. Madame Langlois haussa un sourcil et rit légèrement. « Jasmine? Mon Dieu, non, c'est trop provincial. » L'hôtesse du train a nié la présence d'un tel produit dans les toilettes du personnel. Il nous est demandé d'éviter les odeurs fortes, monsieur, pour le confort des passagers. Même les passagers, qui n'étaient même pas soupçonnés, des dames âgées avec des romans et des guides étrangers, l'ont nié avec une honnête perplexité. « Non, » dit l'une d'elles en ajustant ses lunettes. « Je l'aurais remarqué. Jasmine me donne des maux de tête. » Poirot nota chaque démenti. Il n'y avait aucune trace de tromperie parmi eux, ou s'il y en avait, elle était profondément enfouie. « Alors, » murmura-t-il à Hastings, « soit le parfum appartient à quelqu'un qui ment avec habileté, soit à quelqu'un qui croit dire la vérité. » Hastings cligna des yeux. « Je vous demande pardon ?» Poirot eut un léger sourire. « Allons nous promener, mon ami. » Ils parcoururent à nouveau le couloir, cette fois plus lentement, s'arrêtant à chaque porte de cabine. Les pas de Poirot ralentirent près de la cabine 9. Il jeta un coup d'œil à Hastings et porta un doigt à ses lèvres. Un instant plus tard, il fit un geste. Ici, précisément ici, le parfum du jasmin s'intensifiait. Ce n'était pas seulement présent, il était intégré, tissé dans les fibres de l'air. La cabine 9 appartenait à Madame Langlois. Poirot frappa doucement. Répondit-elle en robe de chambre, surprise, mais pas mécontente. « Mille pardons, madame, » dit Poirot, « mais nous effectuons un petit contrôle. Un des stewards a égaré un sachet de parfum. Pouvons-nous entrer ?» Elle hésita brièvement, puis rit. « Bien sûr, même si je n'ai pas moi-même un tel parfum. » Ils entrèrent. Le parfum était ici plus fort, délicat mais indéniable. Madame Langlois parut ne pas s'en apercevoir. Poirot ne dit rien de plus, mais une fois dehors, son ton avait changé. « Le mensonge le plus dangereux, » murmura-t-il, « est celui auquel même le menteur croit. » De retour dans leur compartiment, Poirot reposa la lettre sur la table. Les bords étaient maintenant recourbés, le papier encore légèrement humide. « J'ai réfléchi, » dit-il doucement, non pas à ce que dit la lettre, mais à ce qu'elle omet. Hastings se pencha. « Vous voulez dire le nom manquant ?» Poirot hocha la tête. « Oui, le nom manquant.
l'avertissement inachevé, le langage indirect. Tout cela est trop astucieux. Un appel à l'aide doit être clair. Mais ça, il a été écrit avec soin, trop de soin. Il tapota la page. Dites-leur que c'était K. Si elle craignait cette personne, n'écrirait-elle pas son nom complet, à moins qu'elle ne veuille que quelqu'un soit suspecté, mais non identifié. Vous pensez que c'est une mauvaise direction? Poirot se pencha en arrière, les bras croisés. Je pense que mademoiselle Scylla a peut-être écrit cela, non pas pour elle-même, mais pour nous. Pour piéger ou protéger quelqu'un? La question n'est pas de savoir si la lettre est vraie, mais si elle est vraie, en partie ou pas du tout. Hastings regarda la note, puis jeta un coup d'œil à Poirot. Et l'odeur? Les yeux de Poirot se plissèrent. Ah ça, Hastings, c'est le murmure derrière le rideau. Et les chuchotements, comme vous le savez, portent souvent les vérités les plus bruyantes. Le train fit une embardée, avec un gémissement inattendu, le freinage soudain faisant sortir Poirot de son thé du matin et Hastings d'une page du Times. Un murmure sourd parcourut le couloir, alors que la porcelaine claquait dans ses supports et que les roues roulaient à contre-cœur. Quelques instants plus tard, le steward arrivait, essoufflé. « Monsieur Poirot, il y a eu un obstacle sur la ligne, des embranchements peut-être. Le conducteur dit que nous sommes près de la frontière bulgare. Juste un arrêt de précaution, croit-il. » Poirot posa sa tasse avec un soin délibéré. « Il n'y a pas de coïncidence, Hastings, » murmura-t-il. « Pas pendant ce voyage. » Les passagers regardaient à travers les vitres givrées, alors que le train s'arrêtait complètement. Au-delà des voies ferrées, le paysage était aride et blanc, interrompu uniquement par des touffes d'herbes cassantes et des plaques de neige fondues. Poirot se leva. « Viens, dégourdissons-nous les jambes, pendant que d'autres cherchent les branches tombées. Parfois, mon ami, ce n'est pas la branche qui compte, mais ce qui se trouve derrière elle. » Il n'avait pas marché bien loin, avant que le garde qui les précédait poussa un cri aigu et guttural, mi-alarmé, mi-incrédulité. Poirot et Hastings accélérèrent le pas, atteignant l'endroit où l'homme désignait sans un mot le talus. Là, à moitié caché sous une couche de neige détrempée, gisait la silhouette d'une femme. Son corps était anormalement tordu, son visage détourné, des boucles sombres figées sur sa joue. Hastings haleta. « Cher Dieu, est-ce que... » Poirot s'accroupit à côté de la silhouette. Le manteau, les bottes, la bague sur la chaîne, tout était assorti. Il n'y avait aucun doute. Soula de Mire avait été retrouvée. Mais il n'y a eu aucun soulagement. Sa peau était gris-bleu à cause de l'exposition, mais les ecchymoses autour de son cou étaient vives et indubitables, colériques, délibérées et précises. Un cordon de velours noir, bien noué, était toujours enroulé autour de son cou. L'expression de Poirot était illisible. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas fui, elle est restée. Hastings, les yeux écarquillés, murmura. Alors elle a été assassinée. Poirot se leva lentement. Oui, Hastings, ce n'était pas un acte de disparition, c'était une répétition pour la mort. Et maintenant, le rideau est tombé. Sa voix était calme. Mais en dessous se cachait quelque chose de froid et d'exigeant. Mademoiselle de Mire, dit-il, a été réduite au silence. Il faut maintenant découvrir qui craignait sa voix. Poirot ordonna fermement aux gardes. Personne ne doit toucher le corps. La neige préserve plus que la mort. Elle préserve la vérité. Revenant rapidement au train, il convoqua le conducteur et lui donna une directive discrète. Le wagon-restaurant devait être immédiatement vidé et transformé en un espace privé pour l'enquête. Les passagers ne devaient pas débarquer. Pas maintenant, pas pour aucune raison. Hastings fronça les sourcils.
En soupçonnez-vous déjà un? Je les soupçonne tous, répondit Poirot. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse être disculpé, chacun doit être considéré avec attention. Le wagon-restaurant, chaleureux et élégant la veille, prend désormais des airs de salle d'audience. L'argenterie fut retirée, les nappes retirées. Poirot était assis à la tête, calme et immobile. « Dites aux passagers, a-t-il dit, que nous ne sommes pas retardés, nous sommes détenus. » Ce n'était pas une demande, et à partir de ce moment, le train a cessé d'être un moyen de transport. C'est devenu un piège, avec un tueur à l'intérieur. Poirot revint brièvement vers le corps avec le médecin du train, un Autrichien fatigué, avec des lunettes embuées par le froid. L'inspection était clinique. Les marques étaient étroites, mais profondes, preuve de quelque chose de doux, mais capable d'une force mortelle. Poirot observe les contusions, inégales à gauche, plus serrées à droite. « Elle a eu du mal, » murmura-t-il, et le tueur était droitier. Le médecin acquiesça sombrement. Le décès est survenu il y a 4 à 6 heures, vers 2 heures du matin. Le regard de Poirot balaya le corps. Son manteau avait été reboutonné, ses chaussures alignées. Mais ses boucles d'oreilles manquaient, ses délicats croissants de lune. « Mise en scène », murmura Poirot. Hélène a été redressée pour suggérer l'ordre. Mais la mort n'est jamais bien rangée, Hastings. « Aucun signe du médaillon ?» demanda Hastings. « Aucun. » Poirot recula, les mains jointes derrière lui. Ils lui ont ôté la vie, et autre chose. Quelque chose qu'il craignait qu'elle révèle. Son ton était devenu plus aigu maintenant. Et la peur, mon ami, est toujours le premier motif. Vers midi, la nouvelle s'était répandue comme de la fumée dans les couloirs. Il y avait eu des rumeurs de disparition. Mais la mort a brisé la civilité. Madame Langlois a refusé le déjeuner, prétextant une maladie. Le colonel Fitzwilliam se tenait dans le couloir, les poings serrés, et demandait un whisky. Hallenberg fumait en silence, les yeux fixés sur la neige derrière la fenêtre. Kadir polissait sa montre comme si elle pouvait restituer les minutes perdues. Poirot se déplaçait parmi eux avec la grâce tranquille d'un chasseur. Il ne demandait rien, mais observait tout. Les passagers évitaient de se regarder. Les salutations sont devenues des hochements de tête. Les conversations sont devenues des silences. Il y avait trop de secrets à présent, et chacun craignait que le leur ne refait surface. Hastings, baissant la voix, dit « Ils ont peur, Poirot. »« Bien, » répondit doucement Poirot. « Un meurtrier en paix est un meurtrier en liberté. » Et alors que le train restait immobile sur la voie gelée, le temps lui-même semblait s'arrêter, attendre, écouter, pour que la vérité remue. Ce soir-là, Poirot rassembla les passagers dans le salon et s'adressa à eux avec une autorité discrète. « Mademoiselle Demire, commença-t-il, n'a pas disparu de son propre gré. Sa mort n'était pas un accident, ni la conséquence d'une mésaventure. » Les visages se tournèrent, les expressions se raidirent. « Elle a été assassinée, a-t-il déclaré, et ce crime a été commis par quelqu'un à bord de ce train. » Un halètement s'échappa d'un coin. Un autre passager a murmuré « Mon Dieu !» Mais la voix de Poirot ne s'élevait pas. Il est resté stable, implacable. Elle m'a confié l'existence d'un héritage, un médaillon, d'une grande importance pour sa famille et d'un grand intérêt pour les autres. Elle m'a aussi confié qu'elle avait peur, que quelqu'un la suivait, la surveillait. Il fit une pause, laissant son regard parcourir la pièce. Et maintenant, elle est morte. Le colonel Fitzwilliam se hérissa. « Vous nous accusez tous ? » ?»« Je n'accuse personne, » a déclaré Poirot, « mais j'observe tout le monde, et je vous promets ceci,
la vérité ne restera pas cachée. Il s'éloigna, son ton devenant plus froid. Il y aura d'autres questions, et il y aura des réponses, parce que dans ce train, il y a un meurtrier, et Hercule Poirot, il ne voyage pas confortablement avec des meurtriers. Le colonel Desmond Fitzwilliam était assis dans la voiture fumante, un cigare à moitié brûlé, tremblant entre deux doigts, rigide, le regard fixé sur un point, juste au-dessus de la grille du feu. Poirot, toujours courtois, prit le siège d'en face avec le poids du silence, le laissant pendre juste le temps de le déstabiliser. « Ce n'est pas la première fois que vous voyagez à Istanbul, n'est-ce pas, colonel ?» demanda doucement Poirot. Fitzwilliam hocha brièvement la tête. « J'y ai été en poste pendant mes années au ministère des Affaires étrangères. Un poste mouvementé, des troubles politiques, des menaces de toutes parts. Vous connaissez ce genre de choses. Et avez-vous déjà fait la connaissance d'un certain Demir Effendi ?» Le front du colonel se plissa. « Le père de Scylla ?» Poirot fit un petit signe de tête. Il était, je crois, un fonctionnaire respecté, discrètement démis de ses fonctions lors du changement de gouvernement. Vous le connaissiez? Il y eut une pause. Le cigare s'est réduit au inaperçu. « Oui, nous nous sommes rencontrés de temps en temps. Un homme honorable. » Poirot l'observa. « Saviez-vous qu'il avait une fille ?» Le colonel expira, la fumée se mêlant aux souvenirs. « Je suppose que oui, mais je n'ai jamais imaginé. » Il s'interrompit. Poirot n'a pas poursuivi. Il regarda simplement le bout du cigare s'estomper et dit « La mémoire, colonel, refuse souvent d'oublier ce que l'orgueil insiste. » Plus tard dans la matinée, Poirot trouva le colonel dans sa cabine, cirant ses bottes avec plus de vigueur que la nécessité ne l'exigeait. La conversation reprit sans plaisanterie. « Vous la connaissiez ?» dit doucement Poirot. La main de Fitzwilliam s'arrêta. « Oui, a-t-il admis, mais pas comme on pourrait le penser. » Poirot ne l'interrompit pas. Elle était alors une enfant, 12 ans peut-être. Son père parlait souvent d'elle, protectrice. Il craignait ce qu'elle deviendrait lorsque l'État se retournerait contre lui. Nous avons parlé, mais j'ai gardé mes distances. Et pourtant, quand tu l'as vue ici, dans ce train, tu n'as rien dit. La voix de Fitzwilliam baissa. Qu'aurais-je dit? Que j'ai travaillé autrefois aux côtés du père d'une fille, aujourd'hui morte dans un fossé? Que je les ai laissés tomber tous les deux? Les yeux de Poirot s'adoucirent, mais son ton resta précis. Vous ne l'avez pas laissé tomber, colonel. Mais quelqu'un l'a fait, et je dois savoir qui. La visite suivante de Poirot fut chez Madame Langlois, qui s'allongeait, avec une langueur dramatique dans le salon, une robe de soie drapée autour d'elle, comme un rideau d'opéra. « Vous avez chanté à travers le monde, madame ?» commença Poirot. « Et pourtant, on me dit que votre dernière tournée à Ankara n'était pas seulement artistique. » Elle leva les yeux paresseusement. « Comme c'est curieux de votre part, monsieur. » Il lui tendit une fine enveloppe. « Vos dettes, des dettes substantielles, complètement réglées peu après votre retour de Turquie. » Son visage ne changea pas, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur l'accoudoir. « Je ne suis pas sans admirateurs, » est-elle répondue. « Certains généreux, certains discrets. » Poirot incline la tête. « Et certains s'intéressent à plus que la musique. » Elle croisa son regard. « Vous suggérez que je me suis vendu pour de l'argent ? » « Je suggère, madame, » dit calmement Poirot, « que vous en sachiez peut-être plus sur cette tragédie que vous ne l'admettez. » Elle détourna le regard. « Je sais que la jeunesse s'efface et que les dettes, une fois payées, ont leur propre prix. » Poirot appuya délicatement. « Cet ami généreux a-t-il un nom ?» Langlois se retourna, la voix aérienne mais les yeux perçants.
aucun qui ne te concerne. Mais peut-être celle qui concernait mademoiselle de Mire? C'était une enfant, dit Langlois presque trop rapidement. Une petite créature nerveuse. Je la plaignais. La pitié n'est pas une monnaie courante parmi les artistes. Un éclair d'irritation traversa son visage. Elle me surveillait constamment, comme si je lui devais quelque chose, comme si elle le savait. « Vous saviez quoi, madame ?» Langlois se leva. « Je ne serai pas interrogé dans ma propre robe, monsieur Poirot. Si vos enquêtes nécessitent un scandale, cherchez-le ailleurs. » Poirot se leva également. « Pardonnez-moi, madame, mais vous devez comprendre, je ne cherche pas le scandale. » Il s'arrêta devant la porte. « Je demande justice, car les morts ne chantent pas. Et s'ils le faisaient, ce ne sont pas des airs qu'ils interpréteraient, mais des confessions. » Elle ne dit rien tandis que la porte se refermait derrière lui. Plus tard, dans l'après-midi, Poirot convoqua Gustave Hallenberg dans le salon arrière. L'antiquaire arrivait à pas lents, les yeux alertes et calculateurs. « J'ai lu, monsieur Hallenberg, » dit Poirot. « Une affaire fascinante à Alep, 1932. Une relique interceptée, ottomane, inestimable. Vous avez été acquitté, bien sûr. »« J'étais innocent, » répondit uniformément Hallenberg. « Ou intelligent, » dit Poirot, sans méchanceté. « La différence, comme vous le savez, est souvent procédurale. Je vends ce que demandent les collectionneurs. Je ne demande pas aux reliques où elles ont dormi. » Poirot croisa les mains. « Mademoiselle de Mire a parlé d'un médaillon d'origine ottomane, volé à sa famille. Connaissez-vous une telle pièce? »« Je connais des milliers de pièces de ce type, » a déclaré Hallenberg. « Beaucoup d'entre eux sont faux. » Poirot sourit faiblement. « Et certains, sans aucun doute, suffisamment authentiques pour tuer. » Le concessionnaire n'a rien dit, mais son sourire, du genre à venir trop vite, s'attarda un moment de trop. Poirot le marqua avec précision. Ce soir-là, Poirot et Hastings étaient assis dans le wagon-restaurant avec les journaux de bord des passagers étalés devant eux. Dehors, la nuit balkanique se pressait, froide et vigilante. Aucun d'entre eux ne s'aligne, marmonna Hastings. Leurs histoires, je veux dire. Le colonel a dit qu'il se retirait à 10 heures, mais le steward l'a vu faire les 100 pas après minuit. Langlois prétendait qu'elle lisait jusqu'à 9 heures, mais le conducteur a trouvé sa cabine vide jusqu'à près de 11 heures. « Et Hallenberg ?» demanda Poirot. « Il prétend qu'il était malade. Personne ne l'a vu après le dîner. » Poirot tapota légèrement la table. « Et pourtant, ils parlent tous de la jeune fille, comme si elle était de la fumée, ici, puis disparue, jamais touchée. »« Pourquoi mentir ?» demanda Hastings. « Parce que la vérité est un poids, mon ami, » répondit Poirot. « Et la culpabilité ? Ah, la culpabilité est une pression que peu de gens peuvent porter avec grâce. » Il regarda la porte fermée du couloir. « Nous ne cherchons pas les mensonges maintenant, Hastings. Nous cherchons quel mensonge se brise en premier. » Le lendemain matin, Poirot a demandé l'accès au fourgon à bagages. Avec l'aide du chef d'orchestre, il a examiné chaque cas répertorié sous le nom de Hallenberg. L'un d'entre eux, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, attira son attention. « Il est permis, » dit Poirot, « à un homme d'antiquité de porter du poids, mais pas de porter de la tromperie. » Il examina la doublure, du cuir souple, avec des traces d'usure sur les bords. Un léger espace attira son attention. Avec une pression prudente, Poirot souleva le faux panneau. À l'intérieur, niché dans une pochette en velours, se trouvait ce qui semblait à première vue être du métal terne. Mais lorsque la lumière l'a frappé, une lueur d'or vieilli a révélé une collection de pièces de monnaie ottomane, chacune unique, chacune indubitablement authentique. Poirot ne parla pas. Il tenait la pochette en silence,
comme on pourrait bercer un murmure revenu du passé. Puis il se tourna vers le conducteur et dit doucement « S'il vous plaît, faites appeler M. Allenberg. Nous devons lui demander où cette histoire a été acquise et à quel prix. » Poirot déposa la pochette devant Allenberg sans cérémonie. Le marchand d'antiquités le regardait, son sang-froid s'érodant à chaque seconde silencieuse. « Ces pièces, dit doucement Poirot, ne sont pas seulement rares, elles sont spécifiques, frappées sous le sultan Mahmoud II, retirées de la circulation après les réformes de 1839, traçables. » La voix de Allenberg était basse. « Ils n'ont jamais été volés. Je les ai achetés légalement, il y a des années. » « Et pourtant, dit Poirot, vous les avez cachés, dans une valise à double fond. Ce n'est pas l'acte d'un dépositaire légal, c'est l'acte d'un homme qui craint ce que le passé pourrait dire. Je craignais les douanes, j'avais peur de la bureaucratie. » « Vous aviez peur d'être découvert, » corrigea Poirot, « par elle, par Sula Demire. Le nom m'a frappé. » Allenberg détourna le regard. « Elle est venue me voir, il y a des semaines. Elle m'a accusé. Elle a dit que le médaillon faisait partie de cet ensemble. Elle a dit que son père lui en avait montré des dessins lorsqu'elle était enfant. » La voix de Poirot baissa. Et avait-elle raison? Allenberg ferma les yeux. Elle avait plus raison qu'elle ne le pensait. Poirot n'insista pas davantage, parce qu'à ce moment-là, c'était clair. L'homme n'avouait pas un vol, il avouait quelque chose de bien plus dangereux, peur, et les choix désespérés et en spirale qu'il a laissés dans son sillage. Poirot avait appris depuis longtemps que le nez pouvait détecter ce que les yeux ignoraient, alors que les passagers prenaient leur thé avec une politesse tendue. Il retourna seul dans le couloir à l'extérieur de la cabine 6. Le parfum du jasmin restait, faible mais résolu, comme le murmure d'un secret trop fier pour être fui. Il avançait lentement, mesurant la force du parfum à chaque pas. Le couloir s'incurvait légèrement près de la cuisine de service, et là, il s'approfondissait, non seulement en présence, mais en intimité. Il s'accrochait au mur, comme un souvenir. La porte des quartiers de l'intendant était entr'ouverte. À l'intérieur, le linge plié était soigneusement empilé, les plateaux à couvert, alignés avec une précision militaire. Pourtant là, dans l'air, le jasmin s'épaississait. Poirot entra, ferma la porte et resta immobile. « C'est toujours dans les endroits négligés, » murmura-t-il, « que la trahison laisse son parfum. » Et d'un toucher doux, il commença à chercher. Derrière l'étagère la plus basse du porte-linge, coincée entre deux serviettes amidonnées, les doigts de Poirot trouvèrent du tissu qui n'était pas à sa place. Il le sortit doucement, un mouchoir finement brodé, plié en deux. Son parfum était incomparable. Jasmin. Le tissu était monogrammé en fil doré. K. des Poirot l'examina avec un soin minutieux. Les coutures étaient de belle qualité, turques, s'il ne se trompait pas. Le parfum était frais et non résiduel. Celui qui l'avait manipulé l'avait fait récemment et avec précaution. Il le présenta à la lumière, remarquant une légère trace de fond de teint le long de l'ourlet. Il plaça le mouchoir dans une petite enveloppe et le glissa dans la poche de son manteau. Puis il se retourna, revint sur ses pas dans le couloir et convoqua Hastings d'un regard muet. « L'odeur, dit-il simplement, n'était pas seulement un souvenir, mon ami. » Hastings fronça les sourcils. « Vous avez trouvé quelque chose ?» Les yeux de Poirot s'assombrirent légèrement. « J'ai trouvé quelqu'un. » Le steward arriva avec une déférence polie, mais les yeux changeants. Il se tenait devant Poirot et Hastings dans le wagon-restaurant, chapeau à la main, mains jointes. « Tu as parcouru ce trajet longtemps, Clément ?» demanda Poirot. « 3 ans, monsieur. Et tu connais bien les compartiments ?»
mieux que mon propre appartement, monsieur. » Le ton de Poirot s'accentua légèrement. « Alors peut-être pourriez-vous expliquer pourquoi le parfum du jasmin, étranger à tous les passagers, est le plus fort dans vos propres quartiers. » Clément cligna des yeux. « Parfum ? Je n'ai pas remarqué. » Poirot sortit l'enveloppe de sa poche et l'ouvrit avec précaution. Le mouchoir s'est déplié. Les initiales brillaient faiblement. « Cadet, » dit doucement Poirot. « Vous vous appelez Clément Dufour. Pourtant, les initiales. » L'intendant se lécha les lèvres. « Ce ne sont pas les miens, monsieur. Je l'ai trouvé. » « Où ?» Il hésita. « Je ne peux pas le dire. » « Vous ne pouvez pas. Ou vous ne le ferez pas. » Le sang-froid de l'homme s'effilochait. Ses doigts se crispèrent. Et enfin, il balbutia. « Je ne l'ai pas tué, monsieur. Je le jure. Mais je sais qui a pu. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Alors, dit-il, avançons ensemble, vérité par vérité. » Poirot a demandé les journaux de service, examinant les notes manuscrites de Clément de la soirée en question. Les entrées étaient bien rangées, mais trop bien rangées. Le temps, comme la culpabilité, s'écoule rarement aussi uniformément. Vous prétendez avoir servi le dessert dans la voiture B à 9h50, remarqua Poirot en tapotant la page. Et pourtant le conducteur vous a placé dans la voiture A à cette heure-là pour corriger le manteau égaré d'un invité. Le steward bougea sur sa chaise. « J'ai peut-être fait une erreur. » « Une erreur qui dure 20 minutes ?» demanda sèchement Poirot. « 20 minutes pendant lesquelles vous étiez porté disparu. » Clément déglutit difficilement. « J'étais dans la soute à bagages. » « Faire quoi ?» La réponse est venue trop vite. « Nettoyage. » L'expression de Poirot ne changea pas. « Tu vois, mon ami, quand un mensonge naît dans la panique, il porte mal ses balbutiements. » Les épaules de Clément s'affaissèrent. « Je ne faisais pas le ménage, » dit-il, à peine audible. « Je cachais quelque chose. » Poirot se pencha doucement en avant. « Quelque chose dont vous craigniez qu'il soit découvert. » L'intendant hocha la tête. Et ce n'était pas un corps. Avec Hastings à ses côtés, Poirot retourna à la cabine du steward. Une étroite armoire métallique se dressait contre le mur, son tiroir du bas étant sécurisé par un cadenas rouillé. Clément récupéra la clé de sa botte, le visage pâle. À l'intérieur du tiroir, sous une serviette pliée et un nécessaire de toilette craquelé, se trouve un petit paquet de tissu. Poirot l'ouvrit lentement. Un fermoir en filigrane d'or, usé mais reconnaissable, brillait dans la pénombre. De délicats volutes ottomanes, courbés sur sa face, font partie d'une pièce plus grande, peut-être un collier ou un médaillon. Poirot n'y toucha pas au début. Au lieu de cela, il regardait Clément. « Je l'ai pris dans son compartiment, » a avoué le steward. « Je pensais qu'elle avait disparu. Je pensais que personne ne le saurait. » Hastings fronça les sourcils. « Alors vous êtes entré après sa disparition ?» Clément hocha la tête. La porte était entr'ouverte, aucune trace d'elle, mais le fermoir était là, sur la vanité. Poirot plia doucement le tissu. « Et tu l'as volé, » dit-il, « parce que c'était précieux. » L'intendant hocha de nouveau la tête, presque honteux. « Assez précieux pour être volé, » murmura Poirot, « mais pas assez précieux pour tuer. » Clément est tombé en panne. « Je n'ai pas mis la main sur elle, monsieur, » murmura-t-il. « Je le jure, j'ai ouvert la porte pour lui apporter le petit déjeuner, et je n'ai vu rien. Personne, mais le fermoir, il était là, comme si elle avait eu l'intention de le prendre, mais qu'elle était partie trop tôt. » Poirot l'étudia attentivement. Il n'y avait aucune théâtralité dans les larmes, aucune représentation. Seulement la peur, une moindre forme de culpabilité.
Vous aviez peur que quelqu'un vous soupçonne, dit Poirot, et en volant le fermoir, vous avez assuré qu'il le ferait. Clément eut un rire brisé. Je n'y ai pas réfléchi, j'avais peur, c'est tout. Poirot regarda Hastings, puis de nouveau le steward. Vous êtes les coupables, monsieur Dufour, mais de lâcheté, pas de violence. Il replaça le paquet dans le tiroir et le referma doucement. Le courage, dit-il doucement, ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le refus de laisser la peur décider à notre place. L'intendant n'a rien dit, mais son silence, cette fois, était pur. Plus tard, alors que le couloir se calmait et que la porte des quartiers du steward se fermait, Poirot resta en réflexion. « Le croyez-vous » demanda Hastings. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux sur le fermoir doré dans sa paume. Son motif s'était estompé, mais son histoire n'était pas encore terminée. « Je crois, dit-il enfin, que Clément Dufour n'est pas l'homme qui a fait terre sous la Demire. Mais la croyance, Hastings, n'est pas la certitude. » Il glissa le fermoir dans sa poche. « Il y a une différence, dit-il doucement, entre un homme qui ment pour échapper à la justice et celui qui ment pour échapper au jugement. C'est Hastings, toujours dévoué, qui est tombé sur l'indice qui ferait passer l'affaire de l'obscurité à la lumière. » Tandis que Poirot parlait doucement avec le conducteur dans le salon arrière, Hastings prit sur lui d'inspecter les sièges près du compartiment fumeur, en particulier les bancs fréquentés par leur passager le plus insaisissable, Hallenberg. Il s'accroupit pour examiner une ombre sous un siège et tira doucement. Un mince fil de velours noir se détacha entre ses doigts. La texture était douce, mais effilochée à une extrémité, inégale, déchirée. Poirot revint à ce moment précis, haussant un sourcil. Hastings l'a tenu en l'air. « Ceci, dit-il, était coincé sous le coussin. Cela semble familier. » Poirot le prit délicatement entre le pouce et l'index. « Oui, mon ami, c'est familier. Le cordon autour du cou de mademoiselle, c'était du velours. Et ça... » Il examina le bord déchiré. Faisait autrefois partie de quelque chose de plus grand. Peut-être décoratif, peut-être pas. Hastings semblait incertain. Mais le velours noir ne pourrait-il appartenir à personne? Poirot sourit faiblement. Non, pas dans ce train. Le personnel en uniforme porte de la laine, les dames, de la soie et de la dentelle. Mais du velours noir? Non. C'est le tissu des hommes qui portent des secrets, et la vanité de les habiller. Dans l'intimité de son compartiment, Poirot a retiré le morceau de corde récupéré de la gorge de Scylla. Il avait été placé dans une petite enveloppe, scellée et marquée, en attendant d'être officiellement remis aux autorités de la gare suivante. Mais maintenant, il le comparait aux débris découverts par Hastings. La texture était identique. Le tissage fin, le poil lisse, avec un léger éclat sous la lumière. Il aligna le bord déchiré, avec le brin lâche du cordon. Le match était presque parfait. Un seul fil effiloché, un seul, semblait les relier. « Il n'y a aucun doute, » murmura Poirot. Ce fragment provenait du même tissu. Hastings se pencha. Mais comment est-il arrivé sous le siège ? Parce qu'il est parti précipitamment, dit doucement Poirot. La violence, voyez-vous, est rarement soignée. Il remit soigneusement les 2 morceaux dans l'enveloppe. Il ne suffit pas de découvrir ce qui est caché, a-t-il ajouté. Nous devons savoir qui l'a caché et pourquoi il craignait qu'il ne soit découvert. Ce n'est qu'au déjeuner que Poirot repensa à la veste en velours portée par Gustave Hallenberg. C'était un choix curieux pour un homme de sa profession, trop formel pour voyager et pourtant pas assez festif pour paraître indulgent. Poirot demanda une nouvelle fois la présence du dealer et, sous couvert d'une enquête de routine, l'observa attentivement. La veste était bien en velours, mais une manche présentait une asymétrie
imperceptible. Le revers droit avait été subtilement recousu. L'ourlet était inégal, le bord légèrement plissé. « Avez-vous fait réparer votre veste, monsieur ?» demanda gentiment Poirot. Hallenberg baissa les yeux. « Ah, une larme. Il y a des semaines, je l'ai attrapée sur une caisse, maladroit. »« En effet, » murmura Poirot. « Et pourtant, le tissu est plus neuf que les autres. Curieux. » Le sourire de Hallenberg persista, mais ses doigts bougèrent, une seule fois, sur le brassard. Un geste conscient. Les yeux de Poirot se plissèrent. Il y a des vêtements, pensa-t-il, qui cachent plus que celui qui les porte ne le sait. Et parfois, ils avouent ce que celui qui les porte ne veut pas. Cet après-midi-là, Poirot se retira dans son compartiment et traça la chronologie avec les soins d'un cartographe. Il a marqué l'endroit où se trouvait chaque passager, depuis l'heure du dîner jusqu'à la macabre découverte de l'aube. Le colonel Fitzwilliam prétendait dormir à 10 heures, mais avait été vu faire les 100 pas à minuit. Madame Langlois a dit qu'elle se retirait à 9 heures, mais le steward a juré l'avoir entendu chanter dans le couloir vers 11 heures. Hallenberg, bien sûr, n'avait aucun témoin de son alibi, affirmant qu'il avait écrit des lettres. Poirot consulta les journaux de bord du train, les entrées du steward et les schémas de mouvement entre les wagons. Un petit mot à côté du compartiment à bagages, une porte déverrouillée juste avant minuit. Il se pencha en arrière, les mains croisées. « Chaque mensonge est une fracture, » dit-il doucement, mais une seule fracture conduit à la cassure. Et à l'intérieur de cette brèche, il voyait désormais clairement. Une seule brèche, 25 minutes sans explication, pendant lesquelles le train était silencieux, les passagers immobiles, et la mort était entrée inaperçue. Poirot a rendu une autre visite à la cabane de Hallenberg, demandant cette fois à voir la correspondance que le revendeur avait prétendu avoir écrite la nuit du meurtre. « Courrier » Hallenberg a fait écho. « Ah oui, je les ai déchirés. Ils ne valaient pas la peine d'être gardés. » Le regard de Poirot balaya la cabine. Pas de restes à la poubelle. Pas d'enveloppe déchirée. Pas de buvard d'encre. Pas de stylo. Pourtant, vos doigts ne portent aucune trace d'encre, monsieur, remarqua doucement Poirot. Hallenberg hésita. Je les ai nettoyés, naturellement. Poirot examina l'homme en silence, puis se pencha et récupéra une valise de voyage sous la couchette. Ce n'était rien de particulier, à l'exception d'une légère tache sur le manche. Pas de poussière, cendre. « Vous n'avez pas écrit, monsieur ?» dit doucement Poirot. « Vous avez quitté votre cabine, et le cordon de velours que vous portiez n'est pas revenu intact. » Hallenberg inspira profondément. Poirot se redressa. « L'absence de preuve, a-t-il déclaré, est souvent la preuve la plus accablante de toutes lorsqu'elle est attendue, mais qu'elle n'est pas présente. » De nouveau seul, Poirot était assis près de la fenêtre du compartiment, regardant le paysage défiler. Les champs de la Thrace orientale scintillaient sous le soleil hivernal, calme, froid, intemporel. Il ferma les yeux. Le cordon de velours, le parfum du jasmin, le fermoir caché dans le tiroir du steward, les monnaies ottomanes, la tabatière, le châle déchiré, les boucles d'oreilles manquantes, et surtout, Scylla, pas un voleur, pas une fille fuyant la culpabilité, une fille qui court vers quelque chose, ou quelqu'un. Une histoire avait été racontée, par beaucoup, en fragments, mais maintenant, dans le calme de la pensée, elle s'assemblait comme les engrenages d'une montre. Elle avait trouvé le médaillon, elle savait qui l'avait pris. Et quelqu'un de désespéré, avait compris qu'elle dévoilerait la vérité devant Istanbul. Il ouvrit les yeux.
Ce n'était pas de la rage, dit doucement Poirot. C'était la peur. Et c'était la peur, il le savait désormais, qui tuait toujours avec les mains les plus douces. Poirot retourna au fourgon à bagages et demanda l'inspection des bagages restants de Hallenberg, en particulier un petit étui laqué avec un fermoir orné. Hastings parut perplexe. « Ce n'est qu'une tabatière », remarqua-t-il. Poirot hocha la tête. « Oui, mais c'est une cachette déguisée en habitude. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait du tabac séché. Mais sous le double fond se trouvait un disque d'or de la taille d'une pièce de monnaie. Poirot le récupéra avec précaution. Ce n'était pas une pièce de monnaie. Il s'agissait d'une plaque centrale de médaillon portant l'écusson du sultan, gravé de calligraphie courbée et de l'insigne délavé d'un sceau perdu depuis longtemps. Il y avait une trace de dommage sur le bord, arraché de son sertissage. Hastings expira. C'est réel, alors. Oui, murmura Poirot. Plus réel que Hallenberg ne l'a jamais admis. Il ferma le couvercle et glissa la boîte dans son manteau. Le médaillon n'était pas un mythe, c'était un souvenir coulé dans l'or. Et pour un homme, c'était un souvenir trop dangereux pour être laissé vivre. De retour dans le salon, Poirot tenait le fragment de médaillon dans sa paume. « Elle portait le passé entre ses mains, » dit-il doucement. Et quelqu'un avait peur de ce que ses mains allaient révéler. Il se tourna vers Hastings. Cet insigne prouve ce qu'elle a affirmé. Le vol, la trahison, l'héritage. « Et Hallenberg ?» demanda Hastings. La voix de Poirot se calma. Il savait qu'elle était proche. Il la regardait arriver. Mais ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'était le retour de ce qu'il pensait avoir été enterré à jamais. Il baissa les yeux sur l'or une fois de plus. « Pour certains hommes, dit-il, le passé n'est pas le passé. C'est une dette et un meurtre, le seul paiement qu'ils comprennent. » Sur instruction de Poirot, le personnel se déplaçait silencieusement dans les voitures, appelant chaque passager par son nom. Ils devaient se rassembler dans le wagon-restaurant à 8 heures précises. Aucune raison n'a été donnée, mais aucune n'a été demandée. Au moment où la dernière cloche avait sonné, le wagon-restaurant était silencieux, sous la lueur de ses lampes à huile, le tintement des couverts remplacé par une atmosphère plus digne d'une salle d'audience que d'une table de dîner. Madame Langlois portait son châle, comme une armure. Le colonel Fitzwilliam se tenait raide derrière sa chaise, la mâchoire serrée. Hallenberg était déjà assis, les épaules affaissées, mais les yeux alertes. Kadir arriva le dernier. Ses mouvements étaient prudents et précis. Poirot entra sans fanfare et prit place en bout de table. « Messieurs, mesdames, » commença-t-il, « merci de votre présence. Ce dont nous discutons maintenant nécessitera votre attention et peut-être votre honnêteté. » Ses yeux allaient de face à face. « Car le moment est venu, » dit-il calmement, « de révéler ce qui s'est réellement passé dans ce train. » Poirot se leva lentement, une main posée sur le dossier de sa chaise. « On vous a fait croire que mademoiselle Sylla Demire avait disparu de sa propre volonté, débarquant dans une station inconnue, s'échappant dans l'ombre. C'était une illusion astucieuse, créée non pas par le disparu, mais par l'observateur. » Il se tourna brièvement vers Hallenberg, juste le temps de réveiller le silence. Sa disparition était une mise en scène, un lit fait pour avoir l'air de dormir, une fenêtre verrouillée de l'intérieur, du parfum laissé comme une signature. Mais la vérité ne résidait pas dans les objets qu'elle avait laissés, mais dans ce qui avait été emporté. Il fit une pause, puis dit doucement « Elle ne courait pas, elle cherchait. Elle avait trouvé ce qu'elle croyait voler, un médaillon, un fragment de son héritage, et en le trouvant, elle menaçait celui qui avait bâti sa vie sur son absence.
Poirot s'avança, la voix toujours égale. Le crime, voyez-vous, n'était pas spontané. Il avait été écrit il y a longtemps, dans l'avidité, la peur et la mémoire. Poirot fouilla dans son manteau et en sortit l'enveloppe, la posant doucement sur la table. L'arme, a-t-il déclaré, était du velours, une corde arrachée d'un brassard, de texture raffinée, mais d'utilisation impitoyable. Il sortit la bande noire de son emballage. Ce morceau a été retrouvé sous un siège de la voiture fumante. Il correspond précisément au bord déchiré du cordon autour du cou de mademoiselle. Son regard se tourna une fois de plus vers Hallenberg. Vous portiez la veste, vous l'avez mal raccommodée, et pourtant vous prétendiez n'avoir jamais quitté votre cabine. Pas de doigts tachés d'encre, pas de lettres, pas de stylo. Les passagers regardaient dans un silence stupéfait. Chacun de vous a donné un alibi, a poursuivi Poirot. Et chaque alibi s'est brisé, mais un seul d'entre vous portait une manchette en velours. Un seul d'entre vous avait un mobile lié à une relique volée, et un seul d'entre vous craignait le retour de ce qui avait autrefois été passé clandestinement par la ville même où nous nous approchons maintenant. Les mains de Hallenberg ne bougèrent pas. Il resta simplement assis, le souffle court. « Il n'a jamais été question de valeur, » dit Poirot, plus doucement maintenant. « Ce n'est pas pour la richesse que vous l'avez tué, monsieur Hallenberg. » Il s'arrêta, laissant le silence s'abattre sur les passagers comme une chute de neige. Elle n'est pas venue pour vous dénoncer, mais pour récupérer un fragment de son passé, pour demander, pas pour accuser, mais vous. La voix de Poirot s'assombrit. Vous ne la voyez pas comme une femme, mais comme un spectre, un fantôme d'une époque que vous aviez passé des décennies à oublier. Le marchand d'antiquités n'a rien dit. Vous vous êtes dit qu'il s'agissait de protéger votre commerce, votre réputation, a poursuivi Poirot. Mais je vous le dis, aucun homme ne tue pour le seul commerce. Vous avez assassiné, parce que ses yeux vous rappelaient une porte que vous aviez autrefois fermée et que vous aviez juré de ne jamais ouvrir. Poirot recula. Vous ne pouviez pas lui permettre de le rouvrir, non pas à cause de ce que cela vous coûterait en pièces, mais à cause de ce que cela vous coûterait en mémoire. Sur la table d'appoint, Poirot prit un petit objet, enveloppé dans du tissu, et le déroula devant la foule. C'était la tabatière, simple, élégante et banale, à l'œil nu. Mais à mesure qu'il l'ouvrait, l'air semblait changer. À l'intérieur, brillant faiblement, se trouvait le disque doré. Le blason du sultan Mahmoud, dit Poirot, retiré du médaillon de myrrhe quelque temps avant la Révolution, caché ici, dans cette boîte, connu d'un seul homme. Il regarda une fois de plus Hallenberg. Ce n'est pas seulement un vol, monsieur, c'est un sacrilège, et c'est une trahison. Poirot ferma lentement la boîte. C'est ce que mademoiselle a reconnu, dit-il, et c'est ce qui a scellé son destin, non pas parce que cela avait de la valeur, mais parce que cela prouvait qu'elle avait raison. Un souffle lourd traversa la pièce, comme le poids de la neige glissant d'une branche. Hallenberg baissa les yeux, et il parla, enfin. Cela n'a jamais été censé se passer de cette façon, a déclaré Hallenberg doucement, la voix rauque de l'âge et du regret. Elle m'a confronté. Elle m'a montré un croquis que son père avait dessiné un jour. Elle m'a demandé si c'était le mien. Il regarda ses mains, désormais jointes, comme celles d'un homme à l'église. Elle m'a rappelé sa mère. Je l'ai connue une fois, à Constantinople, avant la Révolution, avant que tout ne tombe. Personne ne l'a interrompu. Je l'ai supplié de ne pas en parler. Je lui ai dit que cela me ruinerait. Elle a dit que ce n'était pas son intention, qu'elle voulait juste la vérité. Il déglutit. Mais la vérité, dit-il avec amertume, a un prix. Poirot ne dit rien. Les passagers sont restés silencieux.
Pas de halètement, pas de protestation, juste le silence de la révélation, brute et indéniable. « Je n'ai jamais eu l'intention de la tuer », a déclaré Hallenberg, seulement pour l'effrayer, seulement pour faire taire le passé. Poirot ferma les yeux. « Mais le passé, dit-il doucement, ne reste jamais éternellement silencieux. » L'Orient Express est arrivé à Istanbul, sous un dôme de nuages gris qui surplombait les toits de la ville antique. La gare, avec ses fioritures ottomanes et sa grandeur fatiguée, se dressait comme un souvenir lui-même, à moitié dans l'ombre, à moitié en cérémonie. Aucune fanfare n'a accueilli leur arrivée. Seulement le silence des fonctionnaires qui attendent et le silence d'une porte cochère qui s'ouvre. Les passagers débarquèrent lentement, sans les habituels murmures d'adieu ou d'anticipation. Il n'y avait aucune conversation, aucune agitation, seulement des regards échangés comme des secrets sans oser parler à haute voix. Poirot descendit le dernier, Hastings à ses côtés. Le colonel Fitzwilliam alluma une cigarette avec les doigts tremblants. Madame Langlois resserra son châle. Même Kadir, calme jusqu'au bout, ne fit aucun signe de tête pour se quitter. 2 agents en uniforme se sont approchés, et Hallenberg s'est levé du banc de la plateforme sans résistance. Il n'y a eu aucune lutte, aucun déni. Il se contenta de suivre, les yeux non pas tournés vers les officiers, mais vers la ville au-delà des arches de verre. Poirot le regarda partir. « Il ne marche pas comme un homme conduit en prison », dit doucement Hastings. Poirot hocha la tête. « Non, mon ami, il marche comme un homme qu'on ramène chez lui. » Et le ciel au-dessus d'Istanbul, vaste, pâle, immuable, n'offrait ni jugement ni soulagement. Seulement le silence. Avant de franchir les portes officielles, Hallenberg a demandé à parler en privé avec Poirot. La demande, étrangement courtoise, fut accordée. Il se tenait près de l'arche de marbre, la ville s'éveillant lentement derrière eux. « J'aimais sa mère », dit doucement Hallenberg, bien avant le médaillon, avant la politique et les trahisons, à Constantinople, quand le monde était un autre endroit. Elle portait un châle comme de la soie cramoisie et sentait légèrement le jasmin. Poirot ne dit rien. Elle avait épousé un autre homme, bien sûr. Pour le statut, pour la sécurité, j'ai compris. Mais je ne l'ai jamais oublié. Il inspira une inspiration qui semblait plus vieille que son âge. Le médaillon ne m'appartenait pas, mais c'était comme si c'était la seule chose qu'il me restait d'elle. Et quand la fille est arrivée, son visage, sa voix, je ne pouvais pas séparer le passé du présent. C'était comme si elle était revenue pour m'accuser. Poirot parla alors doucement. « Mais elle n'était pas venue pour vous condamner, monsieur. Seulement pour récupérer ce qui lui appartenait. » Les lèvres de Hallenberg se courbèrent légèrement. « Oui, et je ne pouvais pas supporter de la perdre 2 fois. » Poirot baissa les yeux. « Il y a des crimes, dit-il, qui commencent dans l'amour et finissent dans la lâcheté. » Hallenberg hocha la tête et n'en dit pas plus. Dans les minutes qui ont précédé l'officialisation de son arrestation, Hallenberg a jeté un dernier coup d'œil à la sacoche de preuves posée entre les mains de Poirot. « Je n'ai jamais eu l'intention de le vendre », a-t-il déclaré. « Pas même au plus désespéré. » Poirot haussa un sourcil. « Alors pourquoi le faire passer clandestinement les frontières ?» Le marchand d'antiquités sourit faiblement. « Parce que je ne pouvais pas me résoudre à m'en séparer, même pas honnêtement. » Il regarda Sainte-Sophie, son grand dôme gris dans la matinée nuageuse. Ils ont dit qu'il était maudit, que ceux qui l'avaient retiré à la famille de Mire ne dormiraient jamais sans rêve. Poirot dit doucement, « Et avez-vous rêvé, monsieur ?» Hallenberg hocha la tête. Chaque nuit, de ses mains, de sa voix, d'une promesse faite dans le jardin du palais de Péra. Il se détourna, la voix calme,
Vous voyez, il n'a jamais été question de possession. Poirot l'étudia attentivement. Il s'agissait de refuser de lâcher prise. De retour à bord du train désormais vide, Poirot était assis seul dans son compartiment, la gare toujours en dessous de lui, le murmure d'Istanbul juste au-delà de la vitre. Il avait remis son rapport final aux autorités turques. Les faits s'alignent, les mobiles sont établis, les preuves sont complètes. Et pourtant, un creux s'est installé dans sa poitrine, comme si la résolution était arrivée, mais pas le sens. Il regarda le médaillon, désormais remis dans son emballage en tissu, sa face dorée, ternie par le temps. « Qu'est-ce que la justice ?» murmura-t-il à voix haute, quand la blessure ne réside pas dans l'acte, mais dans le souvenir. Hastings lui avait demandé un jour si le meurtre avait un sens. Poirot avait répondu, avec une fermeté tranquille, que cela avait toujours un sens, tragiquement et amèrement. Mais maintenant, dans ce cas, ce qui persistait n'était pas la logique. C'était une perte. Cela était venu chercher la vérité. Pas de vengeance, pas de richesse, seule une histoire légitime, restaurée. Et elle l'avait payée, non de sa fierté, ni de sa voix, mais de sa vie. Poirot ferma le drap de velours. « La justice, murmure-t-il, n'arrive pas toujours avec satisfaction. Parfois, elle n'arrive qu'avec le silence. » Et dans le silence, il n'entendit pas un triomphe, mais une élégie. Lorsque Hastings le rejoignit peu de temps après, il le fit avec une vivacité qui masquait à moitié son malaise. « Eh bien, je dois dire, » commença-t-il en s'asseyant sur le siège opposé. C'était une sorte d'affaire déroutante. Je n'aurais jamais pensé que nous verrions un tel drame sur une pièce d'or. Poirot incline la tête. Et pourtant, mon ami, il n'a jamais été question d'or. Hastings soupira en se frottant le front. Vous allez me dire que c'était une question de mémoire, d'honneur ou de culpabilité, n'est-ce pas? Poirot offrit un léger sourire. Un des trois, peut-être. Hastings se pencha en arrière. Pourtant, à mon avis, le véritable mystère est de savoir comment cette chanteuse d'opéra a réussi à laisser une trace de parfum sur la moitié du train, sans jamais admettre qu'elle en était propriétaire. Poirot haussa un sourcil. « Ah, mais tu vois, Hastings, elle n'a jamais nié porteur du parfum, seulement du jasmin. » Hastings cligna des yeux. Quelle est la différence? Le sourire de Poirot s'approfondit. Un mensonge subtil, mais bon, la plupart des mensonges le sont aussi. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le doux bruit des voitures lointaines passant par la fenêtre. Hastings regardait distraitement la plateforme qui s'éloignait, tandis que Poirot pliait une paire de gants avec une précision méticuleuse. Après un moment, Hastings dit « Eh bien, au moins, c'est fait maintenant. Le médaillon a été retrouvé, le meurtrier a avoué, rien d'autre à découvrir. » Poirot fit une pause. « Non, » dit-il lentement, « il y en a toujours plus. » Hastings se retourna. « Plus ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il tapota doucement du doigt le bord poli de la table. Ce n'était pas un meurtre impulsif, c'était un crime écrit en plusieurs couches, trahison, honte, amour, oublié. Ce n'est pas la présence de Scylla qui a déclenché l'acte, c'était sa ressemblance, sa dignité. Elle est devenue, pour Allenberg, l'écho d'une vérité qu'il avait enfouie sous des décennies de silence. Hastings fronça les sourcils. « Mais tu penses toujours qu'il voulait seulement lui faire peur? » « Oui, » répondit Poirot. « Mais la peur a son propre élan. Elle ne s'arrête pas à l'intention. Elle dégringole dans la violence, dans la ruine. » Il regarda vers les dômes d'Istanbul. « C'est là, a-t-il dit, la véritable tragédie. Pas l'acte, mais les années qui l'ont précédé. Les choix n'ont jamais été expiés, les mensonges n'ont jamais été mis fin. »
alors que les derniers bagages étaient chargés et que le train se préparait à faire marche arrière vers l'Europe, Hastings se leva, se dégourdissant les jambes. « Eh bien, dit-il avec son air habituel de finalité coupée, j'en ferai une règle à partir de maintenant. Ne faites jamais confiance à un chanteur d'opéra, à un diplomate à la retraite ou à un homme avec un collier de velours. » Poirot eut un petit rire. Une politique admirable, même si je soupçonne que son application pourrait s'avérer gênante. Hastings se retourna. Pourtant, je me demande ce qu'aurait fait Sulla si elle avait réussi, si elle était parvenue à Istanbul. Poirot croisa les bras. Elle aurait rendu le médaillon à sa famille, sans aucun doute, tranquillement, sans cérémonie. Et le reste ? Demanda Hastings. L'aurait-elle dit au monde ? Les yeux de Poirot étaient lointains. Non, je crois qu'elle aurait pardonné. Le train siffla doucement, et le quai commença à bouger. Poirot ajusta ses poignets et murmura « Il y a des femmes, Hastings, qui ne recherchent pas de représailles, seulement le souvenir. » Alors que le train quittait la gare, Istanbul disparaissait derrière eux, ses dômes, ses fantômes et l'héritage d'une jeune fille qui avait voyagé vers l'Est à la recherche de la vérité et, ce faisant, avait amené la justice à l'Ouest grâce à son silence. Bien que l'Orient Express transportait de nombreux secrets vers l'Est à travers la neige, ce sont les petites cellules grises de Poirot qui ont découvert celui enfoui dans le velours et l'or. En fin de compte, ce n'est pas l'avidité qui a poussé la main au meurtre, mais l'obsession, un désir déformé par le temps et la mémoire. Comme Poirot nous le rappelle si souvent, la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, a tendance à remonter à la surface lorsque l'on observe non seulement les faits, mais aussi les sentiments. Eh bien, dit Hastings, en ajustant son col, alors que le train sifflait vers l'ouest, la prochaine fois que je verrai une manchette en velours, je ne serai pas assis dans 3 compartiments de celle-ci. Mais qu'en pensez-vous? Selon vous, quel moment a réellement révélé l'identité du meurtrier? Était-ce l'indice de velours, la tabatière, ou quelque chose de plus subtil? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce mystère d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de aimer, partager et abonnez-vous. Votre soutien nous aide à donner vie à des romans policiers plus brillants chaque semaine. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les yeux ouverts et vos cellules grises encore plus nettes.